Donc le premier passage, voilà, c'est pour un peu voir l'effet de la conscience universelle dans la vie. Quand on dit tout est un produit, enfin tout provient de la conscience-connaissance, bah, comment ça se met, comment on peut le percevoir? Comment on peut le mesurer? C'est pas le 255. Il vient de décrire un peu le fonctionnement de la cellule, la paroi cellulaire qui absorbe la nourriture et qui rejette les déchets. Et donc la question cruciale, alors, à quel moment de la création de la conscience, à quel moment de la création, la conscience a-t-elle pénétré les organismes vivants? Et comment la pensée intelligente, qui pèse et qui décide, est-elle entrée dans le champ de la matière inconsciente et inanimée? Voilà, méditer sur cette question, je trouve, c'est vraiment, ça aide à comprendre cette dimension du vide qui devient physiquement visible, qui devient actif. À quel moment la conscience est venue dans la cellule pour que la membrane... En fait, la conscience était déjà là depuis toujours. Elle était là avant les molécules. Comment une activité si bien informée et dispensatrice d'informations peut-elle avoir lieu dans une cellule invisible à l'œil nu, sans que cette dernière ait une conscience innée? Une telle activité n'est-elle pas le produit de la conscience-connaissance, prouvant la présence de vie intelligente dans son plus petit dénominateur? Donc là, en fait, la conscience-connaissance se manifeste comme la vie individuelle de la cellule. Elle a sa vie autonome, elle a son activité. Donc en contemplant ce truc-là, voilà, on peut percevoir que c'est la conscience qui préexiste à la matière, et que cette conscience divine, c'est elle qui est la source de la conscience individuelle de la cellule, qui fait fonctionner son corps. En outre, une simple cellule vivante, sous forme de bactérie, peut se mouvoir toute seule et vivre sa propre vie, spécialisée et souvent fascinante dans l'environnement. Sous forme de virus, elle exécute son œuvre de mort, spécialisée dans l'attaque de cibles déterminées au sein des organismes vivants. La cellule peut aussi se fixer dans un organisme pour effectuer son travail capital de construction et de maintenance d'une partie de l'organisme. Un tel travail produit du matériel vivant parfaitement adapté et nécessaire à l'organe vivant sur lequel il s'effectue, qu'il s'agisse du corps humain, de la vie animale ou d'une plante. Par exemple, créer des orteils ou une rate humaine, une fourrure ou des défenses d'animaux, des écailles de poissons ou des plumes d'oiseaux, ou encore de l'écorce d'arbres et du feuillage, des pétales de fleurs et un pédoncule, des antennes de papillons et des ailes de gaz, la peau reptilienne des crocodiles et leurs dents, les yeux des caméléons et leur peau à couleur changeante selon les besoins du camouflage. Chacun de ces phénomènes physiques si différents, et sans aucun rapport apparent, est créé par le travail individuel et spécialisé de milliards et de milliards et de milliards de cellules vivantes identiques. Contemplez l'immensité et la diversité du travail accompli par une simple cellule vivante invisible à l'œil nu. Pouvez-vous croire en un univers mécanique? Il serait possible d'y croire si la matière produite par une telle cellule était incohérente, sans dessein apparent et sans raison d'être, dénuée de conscience personnelle. Mais ce n'est pas le cas. Ces cellules vivantes identiques travaillent ensemble et en harmonie, en l'homme ou en l'animal. Elles construisent un foie aux multiples tâches à l'intérieur du corps. Elles créent un œil compliqué dans un but précis, mettre l'entité en contact direct et intelligent avec son environnement. Cet œil reçoit l'aide du cerveau ou d'os puissants expressément prévus de façon complexe, en lien avec des tendons et des muscles, eux-mêmes unis à d'autres, de manière parfaite, pour permettre le mouvement souple et complet de l'entité. De plus, les cellules n'interfèrent jamais sur leurs tâches respectives. Lorsqu'elles créent un rein, elles ne font pas subitement une oreille. Lorsqu'elles fabriquent un cheveu, elles ne se lancent pas soudainement dans la fabrication d'une peau. Non. Certaines cellules fabriquent le cuir chevelu, et d'autres, exactement pareilles, fabriquent les cheveux. La seule différence entre elles, c'est la spécificité du travail qu'elles accomplissent, seconde après seconde, durant toute une vie. Pourquoi? Quel est le facteur de motivation et d'inspiration?
Est-ce que c'est un pur hasard? Quelle intelligence organisatrice a actionné le processus entier de création à partir de son niveau le plus fondamental? D'abord, la formation d'éléments simples de particules électriques libres dans l'espace, puis la combinaison d'éléments pouvant former des substances chimiques, puis la combinaison appropriée de substances chimiques pouvant former une molécule vivante, puis la combinaison appropriée de molécules vivantes pour créer une cellule vivante, capable d'absorber sa nourriture, d'excréter ses déchets, de travailler conformément à des instructions précises, de se mouvoir, d'entretenir l'immense édifice de la création, avec tant de constance depuis des milliards d'années. Et plus encore, pour chacun des systèmes et des entités vivantes, quelle force motivante a conçu et réussi à faire évoluer des milliards et des milliards de modes différents de reproduction. Plantes, insectes, reptiles, oiseaux, animaux ou êtres humains, tous ont développé un mode de reproduction intelligent, adapté aux conditions climatiques, à la végétation, afin d'assurer leur survie. Donc là, voilà, on a la description de l'œuvre de la conscience connaissance à travers toute la création. Les particules, les molécules vivantes, les cellules vivantes, les entités, la diversité des entités, et au-delà de ça, la reproduction et la survie des entités. Ça donne un peu l'image de la cathédrale multidimensionnelle du travail ternaire. C'est bien dit. Alors moi, je suis comme... Vas-y. Oui, pardon. Je dis que je suis complètement sidérée de lire. À chaque fois que je relis ça, ça me fait... ça m'émeut, en fait. Et je me dis, parce que quand j'ai autour de moi des amis qui ont des cancers, des choses comme ça, mais en fait, j'ai envie de visualiser ces cellules, qu'elles se reproduisent, quoi. En fait, je sais pas si mais ça m'émeut tellement, tellement que je voudrais, enfin, je voudrais pouvoir, enfin, par la conscience divine, juste de réparer ces cellules nocives en cellules saines. Voilà. Mais c'est tellement merveilleux, quoi. C'est touchant, en fait. Il me semble que ce qui est important, c'est ça, c'est de s'émerveiller puissamment devant ce miracle extrêmement complexe au niveau de la structure, du fonctionnement, de la reproduction et le fait de faire perdurer ce miracle qui en plus évolue au cours du temps, s'adapte. Donc c'est d'une complexité imaginable et c'est que ça fait preuve d'une intelligence stupéfiante, quoi. On ne peut même pas l'appréhender. Les médecins sont contents parce qu'ils découpent, ils regardent que s'ils font ça, ça fait une réaction. Ils comprennent, mais je pense que tous ils ont compris et qu'ils ne comprendront jamais. Il a fallu qu'autour de moi, les gens parlent de leurs problèmes graves de santé pour que je réalise la beauté du corps humain. C'est quand quelqu'un perd que je me dis, mais on devrait être beaucoup plus respectueux de notre corps. On est reconnaissant. Ouais. Le mot merveille et même c'est peu de dire une merveille. Tellement c'est immense. Peut-être la joie et le bonheur des enfants, c'est ça en fait, quand ils redécouvrent le corps. À chaque instant, le vent sur la peau, les odeurs, les couleurs. Nous, on est habitués, on s'en fout. Hein. C'est on fait plus attention. Quoi. Puis quand on était enfant, on n'était pas perturbé par nos peurs, il faut que je fasse ceci, cela. Les parents font tout, donc on est pur dans tout ça. C'est désolant de ne pas en avoir plus conscience. Bon, en tout cas, voilà, ce passage il est intéressant aussi pour contempler la nature, contempler la biologie, contempler ces trucs, et à travers ça, voir l'œuvre de la conscience connaissance. Essayer de repérer, voilà. Mais là, on en prend vraiment conscience quand on est dans la nature, je trouve, toute cette beauté. Alors que c'est sûr qu'on vit dans du béton, c'est beaucoup plus difficile, quoi. Je sais que la moindre entité
le scarabée, la fourmi. Ouais. De quoi s'émerveiller pendant des jours et des jours. Quoi. Ah ouais. Les plus gros champignons cultivés sont cultivés par des termites. Ils font 1 mètre de diamètre. Donc c'est très compliqué de tuer avec des ventilations, de maintenir le degré de température et d'humidité. Cette organisation. C'est Petite termite. incroyable. Ah ouais, la vie des fourmis, la vie Oui. des abeilles. Quand tout ça, on c'est observe les extraordinaire. Et tous en osmose, quoi. C'est ça, hein, oui. Mais moi, ce qui m'a fait prendre conscience, enfin, c'était d'une graine. J'ai commencé à l'avoir germé. Et puis, moi, pour moi, c'est éveiller les enfants à la spiritualité, c'est que je leur montre ça. C'est tout. Qui fait ça, Jean? Personne. Tu dors, et puis le lendemain, paf. Alors, on fait juste arroser un petit peu, c'est tout. Planter et arroser. C'est merveilleux, c'est une vraie merveille. Pour se donner du courage, c'est bien de voir ce truc-là, de comprendre et de se dire, ben moi j'ai la même conscience en moi qui peut m'aider à me faire germer. Par exemple, j'ai un problème veineux à la jambe et on enlève la veine saphène. Donc j'ai demandé à vous l'enlever, mais qu'est-ce qui va se passer après? Ah, mais il n'y a aucun problème. Votre réseau veineux va se reformer. Quand l'angiologue m'a dit ça, je lui ai dit, mais il dit n'importe quoi. Puis en fait, c'est extraordinaire. Et je vis sans une veine saphène. Mon corps a refait tout un petit réseau de... Quand on entend des choses comme ça, c'est extraordinaire, quoi. Bah oui. Ah oui, comme Par ça. exemple, le foie se régénère complètement. Une simple coupure, paf, on cicatrise et hop, ça guérit tout seul. Et moi, ça m'aide en fait de faire le lien entre ces phénomènes qu'on voit, de dire la conscience qui a généré ces phénomènes, elle est en moi, je peux l'utiliser pour sortir de la misère. Tu vois, et c'est ce qu'on disait, oui. nos capacités, on en parlait ce matin dans la voiture, on a des capacités et on prend on est conscience. tellement formaté, enfin moi je parle pour moi, je suis tellement formaté qu'on est dans nos limitations et qu'effectivement on répond toujours les mêmes choses par nos fonctionnements. Mais c'est vrai que c'est intéressant de... C'est-à-dire qu'on a le même trésor à disposition. C'est fabuleux ce qu'on a. Ah ouais. Fabuleux. S'émerveiller, ça sert à s'encourager. Ouais. Ah oui, ben ouais, ça fait du bien, c'est merveilleux. Et puis il y a aussi le fait que cette conscience divine, elle travaille tout le temps, jour et nuit et sans cesse. Et ça, c'est incroyable, quoi, pour notre bien-être et pour construire ces cellules et tout. Voilà. Je ne sais pas combien il y a de millions ou de centaines de millions de réactions chimiques chaque seconde dans le corps. C'est incroyable. Peut-être de milliards, j'en sais rien. Quand on voit la division cellulaire, la fabrication d'énergie, la respiration, les ostéoblastes d'un côté qui créent les os, les ostéoclastes de l'autre côté qui détruisent les os, et les os en permanence qui se reconstruisent en permanence tout le temps. Tous ces trucs en permanence, le sang qui... Ça défie l'imagination, largement. Et donc on voit le potentiel d'énergie infinie. Il disait de cet équilibre, il y a de l'énergie infinie, qui se développe. Ben oui, effectivement, on voit que de partout, dans chaque corps, dans l'infinité des corps, cette activité en permanence à l'œuvre. Si on étend aussi au cosmos, bon, ça finit pas. Bon. Les étoiles, les réactions partout. Quand il compare l'activité d'une bombe nucléaire à juste une petite luciole comparée au Soleil, c'est vraiment ça, quoi. L'énergie infinie qu'il y a partout, elle fait tourner tout le système. Non, on en a une petite partie pour jouer avec. Donc, la semaine dernière, on avait vu la conscience universelle en équilibre avant le Big Bang. Là, le Big Bang s'est passé. Donc, il a décrit un petit peu l'explosion de la conscience. Il a comparé à l'explosion de notre conscience. Si, par exemple, on avait un but, je vais faire des courses et je reviens à ma voiture, ma volonté et mon but sont reliés. Je sais ce que je veux faire, je sais comment le faire. Donc, je vais mon train-train.
je vois que ma voiture, quelqu'un a volé les portières et les roues, ça me bouleverse complètement parce que du coup, ça dissocie mon but et ma volonté. Je ne sais plus comment rentrer chez moi. Donc il y a un chaos de la conscience. Voilà, il explique une métaphore comme ça. Voilà, on ne le lit pas parce que voilà, je veux le lire tranquillement. Et voilà, ce qu'il dit après, ensuite, c'est l'explication de comment cette conscience-connaissance agit en nous. Elle agit dans la création, en fait. Au niveau du Big Bang, quoi. Là, c'est quand même une information précieuse. Qu'est-ce qui se passe au moment du Big Bang? Prenez conscience que vous, en tant que forme individualisée, vous êtes un microcosme du macrocosme. Une tête d'épingle exprimant la conscience-connaissance universelle. Vous êtes en équilibre quand vous méditez, l'esprit vide de toute pensée. Votre conscience est active quand vous pensez, et quand vous ressentez, que vous projetez, et que vous créez. Comparez maintenant votre minuscule explosion de conscience à celle des cieux, et vous aurez une petite idée du chaos qui s'ensuit. Il fut momentané dans la dimension universelle, mais il représenta des éons de temps au sein de l'étendue tout juste créée de la dimension matérielle, encore informe. Vous serez nombreux à devoir totalement rectifier vos idées sur le thème de la création. Elle a commencé dans des conditions de chaos total. Les impulsions universelles se scindèrent, et aucun plan ne dirigeait ou guidait les débuts de l'individualité. Ces impulsions étaient sans forme consciente ni direction. C'étaient des impulsions naturelles qui accomplissaient certaines fonctions impulsives et distinctes en conscience. Aucune force directrice intelligente supérieure ne les dirigeait vers un mouvement ou un attachement particulier. Elles existaient seules, en tant qu'impulsions de conscience-connaissance, séparées, isolées, aptes à recevoir des impressions. Là, il parle du Big Bang, là. Oui. Là, c'est juste... C'est le Big Bang, ça. Voilà. Au moment du Big Bang, les deux impulsions sont complètement libérées. Donc elles accomplissent leurs fonctions impulsives distinctes, sans contrainte, sans direction, sans plan, et elles sont aptes à recevoir des impressions. Il me semble que les deux points importants, c'est ça en fait. Les deux impulsions fondamentales agissent librement, et elles sont aptes à recevoir des impressions. Et le fondement de notre psychologie et de notre structure, en fait, c'est ça. C'est exactement ça. Il y a deux impulsions fondamentales en nous, qui cherchent à s'exprimer librement, complètement, et qui sont aussi aptes à recevoir des impressions. Le fait de recevoir des impressions, ça permet de modifier son expression, de s'adapter à l'environnement, de se corriger, d'agir sur une nouvelle possibilité. Donc c'est quand même, ça c'est super simple. Hein. Deux impulsions fondamentales, une impulsion de mouvement, une impulsion d'attachement, une impulsion d'intelligence, une impulsion d'amour, une impulsion de volonté, création, et une impulsion de but, manifestation. Elles veulent exprimer leur nature, sans contrainte. Et elles sont quand même aussi aptes à recevoir des impressions, c'est-à-dire un peu un feedback de ce qu'elles font, un retour. Donc, ça se passe en conscience. Ce qui est important, c'est le passage. Les impulsions étaient sans forme consciente ni direction. Elles sont sans forme consciente. C'était des impulsions naturelles qui accomplissaient certaines fonctions impulsives distinctes en conscience. Donc elles n'ont pas de forme consciente définie, elles agissent que dans la conscience. Et en fait, ce passage... C'est un petit peu abstrait, mais c'est pour dire en fait, elles n'ont pas d'individualité encore. Elles agissent en conscience comme des forces diffuses, mais pas déterminées à un endroit ou dans une forme quelconque. C'est des forces en conscience. Non matérielles. Non matérielles et non fixées localement.
C'est comme si on essayait de localiser une idée. Voilà, l'idée d'un verre, par exemple, elle n'est pas localisée, quoi. C'est des forces de conscience qui sont sans forme de conscience. Comparaison avec le verre, elle n'est peut-être pas forcément. Ça reste au niveau des idées. Voilà, Oui. de la conscience, quoi. Et pourtant, c'est ceux qui va ensuite tout créer, tout ce qui est concret. C'est ça qui est important, parce que il va décrire tranquillement le lien entre la nature de la conscience elle-même, qui sort de son équilibre et qui commence à s'exprimer. Et cette expression va tranquillement, doucement devenir des particules, et ensuite des molécules et des cellules qui s'expriment et qui font des hippopotames. C'est ça qui est génial. On se trouve nulle part ailleurs. Quand tu dis l'impression, tu veux dire intuition? Non, on va pas dans la suite en fait. Les imprévus, alors on va en parler. On continue juste. Donc elles existaient seules, en tant qu'impulsion de conscience-connaissance, séparées, isolées, aptes à recevoir des impressions. Mais il n'y avait pas encore d'impression à recevoir, sinon celle d'activité-mouvement de l'électricité et d'attachement-répulsion du magnétisme au sein du chaos intérieur. L'électricité et le magnétisme, ils les appellent les instruments des impulsions. En fait. Elles se manifestent un peu par ça. Ce chaos de la conscience se manifesta dans la création comme un chaos de particules. Dans cette expansion du chaos de particules électriques, cependant, existait la conscience dominante du jeu. Dans ce chaos, le jeu s'imposa, avec l'intention père de bouger, diriger, créer. Il prit sa forme initiale dans une charge positive d'énergie électrique qui devint la force jeu dominante. Sous forme de proton avec son satellite de charge électrique négative. Puis le but mère d'attraction fut activé, sous forme de charge électrique positive rencontrant une charge électrique négative. Ils se plurent, comme vous diriez d'un mâle et d'une femelle, appartenant à une espèce vivante évoluée, et ils s'unirent. Le but mère de répulsion fut aussi activé lorsqu'il sembla que deux charges électriques positives ou deux charges électriques négatives allaient se rencontrer et réagir négativement. Elle intervint et les sépara, exactement comme sa corollaire, une mer évoluée, séparerait deux brutes turbulentes et agitées sur le point de se bagarrer. Ce fut là la seule forme de conscience-connaissance dans le chaos pendant très longtemps. Le temps n'ayant aucune importance dans le règne de la matière. La notion de temps ne revêt d'importance qu'à partir du moment où la conscience intervient entre les charges électriques. Dès lors, se produit une action d'attraction ou de répulsion, accompagnée d'événements et d'objectifs à atteindre. Autrement, le temps est dénué de sens. On va faire une petite pause. Ouais, non, mais le temps existe dans le monde matériel et n'existe pas dans le monde spirituel. Oui. En fait, là il y a des moments où j'ai cru voir un antagonisme entre deux phrases qui sont successives là, concernant le temps. C'est le seul passage, c'est un tout petit paragraphe, c'est le seul passage où il parle du temps. Ouais. Bon, on le relit. Ce fut là la seule forme de conscience-connaissance, les particules, dans le chaos pendant très longtemps, le temps n'ayant aucune importance dans le règne de la matière. Là, oui, c'est ça que je ne comprends pas. Le temps n'ayant aucune importance dans le règne de la matière, alors qu'au contraire, dans le règne de la matière, le temps existe. Il ne dit pas qu'il n'existe pas. Il n'a aucune importance. Il n'a pas. Je sais pas. Donc, après, il complète. La notion de temps ne revêt d'importance qu'à partir du moment où la conscience intervient entre les charges électriques. Dès lors, se produit une action d'attraction ou de répulsion, accompagnée d'événements et d'objectifs à atteindre. Autrement, le temps est dénué de sens. Oui, en fait, il existe, mais il n'est pas important. C'est ça, oui. D'accord. C'est que dès qu'il y a une interaction,
Après, Dès qu'il y a une interaction, dès qu'il y a une interaction où il doit y avoir attraction ou répulsion, et ensuite mouvement et but à atteindre, là, il devient important. il y a du temps parce qu'il y a de la causalité. Etc. Voilà. Sinon, le temps, ça sert à rien. Ouais. Ça n'a pas de sens. C'est pour ça de dire le temps passe et tout, ben, non, le temps passe pas en fait. C'est arbitraire. C'est ça qui est dur. C'est parce que l'homme C'est ça l'a qui est créé, dur à mais c'est admettre. arbitraire. C'est une notion, ouais. Ouais. C'est un concept, mais qui existe pas en fait. C'est dur à admettre que le temps n'a pas d'importance, puisque tout ce que quand on a 80 ans, on n'a pas la même perspective que quand on a 20 ans. Au niveau de l'expérience humaine, nous, on a conçu du temps et tout. Mais voilà, c'est pas grave, c'est intéressant pour ça, c'est-à-dire, c'est juste la causalité, le mouvement, l'attraction-rejet, qui donne une impression de temps, comme il donne l'impression de matière. Ça existe, hein. On a l'impression que c'est de la matière, et c'est de la conscience. On a l'impression que le temps passe. Et non, c'est que du mouvement et d'attraction-rejet. Ouais. Et donc, tu me parles, le but père a donné l'impulsion de bouger, diriger, créer. Et le but mère permet l'attraction de la particule négative et positive qui se plaisent comme un couple. L'attraction. Et permet aussi le rejet de deux particules positives et de deux particules électriques, deux particules négatives, qui réagiraient de mauvaise façon si elles se touchaient. Donc le but mère permet le couple, enfin le couplage, et la survie de ne pas faire de réaction négative. Pour rejeter les deux choses qui vont se battre. Donc ça paraît simplissime, hein, mais tout vient de là en fait. Mais c'est un cadeau cette explication qu'on nous donne. Hein. Jamais on l'a lu quelque part. Ah non, non. C'est vrai. C'est vrai, ouais. C'est vraiment vrai. Et donc voilà, il explique que tout ça, c'est la seule forme de conscience-connaissance qu'il y a eu dans le chaos pendant très longtemps. La création est le produit des impulsions primaires qui travaillent séparément et ensemble. Elles s'affectent mutuellement et satisfont des besoins intrinsèques imprimés dans la conscience. À la source, ces besoins sont d'expérimenter de plus en plus l'expression de soi. Cette dernière provoque une séparation, puis appelle à la réunion dans l'harmonie de la conscience universelle, retrouver sécurité intérieure et bien-être. De cette force instinctive visant à l'harmonie réunifiée de l'être, provient un instinct mâle-femelle de réunion qui cherche à retrouver la béatitude enfouie dans la conscience de l'âme. On pourrait établir une analogie entre le paragraphe qui précède et l'habitude qu'ont les pères de sortir le matin pour aller travailler, et rentrer le soir si tout va bien, retrouver le confort et l'union familiale. Ils y puisent la force de s'aventurer à nouveau à l'extérieur le lendemain matin pour les besoins de leur lutte quotidienne. Ainsi, le processus de la création de l'expression de soi universelle s'est accompli sur des milliards d'années. Après le Big Bang, le processus créateur-pervers se scinda en deux énergies différentes, travaillant en permanence ensemble et séparément, indépendantes et cependant mutuellement contraintes à travailler ensemble. Leurs caractéristiques et nature étaient individuelles et leurs fonctions étaient différentes. C'est pourquoi leur charge de travail était et est différente, quoique indissociable. Je vous ai précédemment parlé de la nature du Père et de la nature de la Mère dans l'équilibre de la dimension universelle. En méditant tout cela, vous devriez bien le comprendre. Rappelez-vous, la nature du Père est de se montrer actif, créatif, et d'accomplir le travail de créativité. Elle est aussi le jeu de l'existence individualisée. Toute créature vivante, du frelon à l'hippopotame, a un sens très développé du jeu et le besoin de le protéger. La nature de la mère est de donner sa forme au plan de la conscience électrique, initiée par l'intelligence père. Elle relie entre elles les particules électriques. Les consciences père et mère, ou impulsions primaires, demeurent en équilibre et font partie de la nature de la dimension universelle,
Et au fur et à mesure qu'elles créent la forme individuelle, elles accomplissent le travail correspondant à la nature de la dimension universelle. Croissance, nourriture, nutrition, guérison, protection, satisfaction des besoins. Le tout dans un système cohérent de lois et d'ordre pour la survie. Les énergies de conscience père et mère sont des impulsions maintenues en contrainte par la dimension universelle, et une fois libérées de l'équilibre, elles accomplissent puissamment le travail de création. Considérez l'importance de cette tâche dans le monde entier. Les impulsions père-mère inspirent tout niveau de création, depuis la formation des éléments, molécules aux cellules vivantes, jusqu'aux superbes mammouths. Elles sont également actives dans les parents, qu'elles poussent instinctivement à s'unir, concevoir, porter et élever leurs petits. Donc ça fait le lien avec ce qu'on a vu au premier passage, quoi. En Dieu, dans la dimension universelle, elles sont en état de contrainte mutuelle. Ça produit une énergie infinie. Et dans la dimension manifestée, elles travaillent séparément et ensemble à exprimer la nature de la dimension universelle, la croissance, la nourriture, la nutrition, la guérison, de toutes les façons possibles et imaginables. D'où toutes les sortes d'êtres humains, de plantes, d'insectes, la créativité en permanence, l'expression de soi, de la nature. La diversité. Et c'est pour ça aussi, là, actuellement, la diversité dans les plantes disparaît, diminue fortement. Mais disons, voilà, ce truc-là de capter que tout est de la conscience, en équilibre, qui a généré des impulsions, qui manifestent la nature de la conscience. À travers ces manifestations-là, dans les corps physiques et les cellules, mais aussi dans les habitants des corps physiques, les parents qui vont s'unir, concevoir des petits, les développer. Leur psychologie est imprégnée de cette conscience père-mère, qui les pousse à se réunir. Ils sont individualisés, ils expriment leur soi. Un, le côté intelligence père, l'autre côté amour mère. Et pour finir l'expression de soi, on va se réunir ensemble. Comme ça, on s'expérimente à nouveau. On s'ingénieur des petits, et puis on recrée encore le travail père-mère à travers notre corps physique. Magnifique. Bon, on va finir le passage. Les rares pères qui s'en vont après la naissance de leur progéniture, qu'il s'agisse d'œufs, de petits animaux ou d'humains, sont les pères dont le sens du moi est plus grand que leur instinct paternel. Prenez maintenant pleinement conscience de ce que signifie l'impulsion. Peut-être pensez-vous que c'est une forme de créativité bien nébuleuse. Mais réfléchissez. Aucun humain, animal, insecte ou même plante n'entreprend une activité dans la dimension matérielle sans une contrainte intérieure de la conscience. C'est cela une impulsion. Une contrainte intérieure de la conscience. Tourner par exemple son visage vers le soleil, courir, manger, travailler, dormir, faire des courses, avoir un bébé. Toujours, l'impulsion précède l'activité. Même le simple fait de battre des paupières. En outre, aucune impulsion ne pousse à une quelconque activité dénuée d'intention. Les plantes tournent leurs fleurs et leurs feuilles pour capter les rayons du soleil et croître. Les gens courent pour être en forme, mangent pour satisfaire leur faim, travaillent pour gagner un salaire, dorment pour échapper aux tensions et recharger leurs énergies, font des courses pour acheter de la nourriture. Tout est orienté vers la survie et le bien-être personnel. Par conséquent, les impulsions sont la réalité derrière et en toute création. Donc ça aussi, une bonne phrase à méditer. Ce sont les impulsions père-mère qui sont la réalité réelle. Parce qu'on nous dit au contraire de ne pas aller de combattre nos impulsions un petit peu. Je suis sur autre chose là, mais l'impulsion n'est pas vue de manière positive. Là, en fait, c'est la source, quoi. C'est parce qu'en nous, il y a une conscience qui s'exprime.
Ah, tu parles pas des pulsions, toi, plutôt? Oui, mais étant donné qu'il y a impulsion, oui, c'est Le ça. côté impulsif, ouais, Mm. le Ce contrôle. côté impulsif, Ah. c'est de ça dont je Ouais. voulais. Comme la contrainte intérieure de la conscience, Mm. on se sent poussé à... Il y a toujours quelque chose qui mue, qui va mouvoir. Qui motive. Ouais, qui nous motive. Oui. Ouais, c'est ce qui pousse à. Ah, ouais. Et après, c'est jamais dénué d'intention. C'est une impulsion pour faire un truc. Qui va générer. Donc on voit le but, la volonté père et le but mère, en fait. J'ai une impulsion, mais de faire un truc. Si la matière devait retourner à sa forme originelle de particules électriques, les impulsions universelles resteraient intactes et donneraient forme à une autre création. Les impulsions existent de toute éternité. Les particules électriques dans la matière vivante sont là aujourd'hui et auront disparu demain. L'âme, elle, poursuit son chemin. Vous pensez grâce à des impulsions électriques dans le cerveau. Vous ressentez grâce à des impulsions magnétiques dans le système nerveux. Ces impulsions centrent et relient les flux électriques en un tout cohésif. Sans cette attraction magnétique, vous ne seriez que mouvement sans connaissance. Et le dernier paragraphe, là, ça fait le lien avec notre individu. On pense grâce à des impulsions électriques, on ressent grâce à des impulsions magnétiques. Et ces impulsions magnétiques, elles centrent et elles relient les flux électriques en un tout cohésif. Nos émotions permettent, rendent possible le fait que nos pensées ne partent pas tout le temps dans tous les sens, sans forme. Donc c'est important, ça nous permet de nous comprendre mieux en fait. On a des idées dans tous les sens. Et nos émotions permettent de structurer, de donner un but, de formuler l'intention que va viser notre impulsion. C'est grâce à nos émotions, espérons positives et aimantes, on va dire, ben voilà, yes, je vais proposer à Georges d'aller cueillir du thym, parce que j'ai envie de voir Georges. Donc je vais trouver un but, on va cueillir du thym, c'est des émotions qui donnent concrétisation à nos pensées.